Et bien sûr, ce liquide-là, qu'on ne voit pas, permet le glissement du cœur à l'intérieur. Et voilà. Donc, c'est un petit peu de physiopathologie. Comme toutes les séroses, le péritoine, la plèvre, ils sont régnés par la loi de Frank Starling, où il y a une pression hydrostatique et une pression oncotique. Bien sûr, les protéines tendent à retenir de l'eau et la pression hydrostatique ou osmolaire, bien sûr, l'eau migre du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, bien sûr, il y a un équilibre entre les deux, ce qui va permettre d'avoir une petite quantité sans plus. La petite quantité, on ne la perd pas, et puis le plus, on n'en veut pas. Donc, définition, comme son nom l'indique, péricardite aiguë. C'est une inflammation aiguë du péricarde. Elle est très fréquente. Eh bien, on peut même faire ce tableau de péricardite sans apercevoir. C'est très fréquent. On va voir les étiologies par la suite. Donc, à l'anatomopathologie, qu'est-ce qu'on a sur le plan anatomique? Donc, il y a deux formes. La forme sèche, qui est quand même rare, et peut-être un début à la forme avec épanchement, où les deux feuilles viscéraux, à l'histologie, ont un aspect congestif et rugueux. Rugueux, ça veut dire qu'il n'est plus fin. Et voilà. Et donc, les lésions, bien sûr, il y a une différence en fonction des étiologies. Si vous pouvez m'excuser, juste 30 secondes, d'accord? Oui, bien sûr. Donc, pour les participants, il y a deux noms. Professeur Hadj Ali Lahmar, donc, et Cardio Estorani. Pour pouvoir voir la présentation, vous devriez épingler le nom Cardio Estorani. C'est bon pour tout le monde? Vous arrivez à voir la présentation? Parfait. D'accord. Je suis là. Voilà, je suis de retour. Marhaba, professeur. Excusez-moi, je peux continuer. Oui, bien sûr. Alors voilà, la deuxième forme, c'est la péricardite avec épanchement. Et d'ailleurs, la plus fréquente, comme on l'a dit, il y a une petite quantité de liquide, mais en cas d'inflammation, bien sûr, cette paroi fine, quand elle est inflammée, la membrane et si vous voulez, sa perméabilité est modifiée. Donc, il va y avoir une fuite protidique et il va y avoir rien pour retenir de l'eau. Il va y avoir une migration protidique et donc formation d'épanchement. Cet épanchement peut aller jusqu'à 2 litres. Comme vous voyez, imaginez 2 litres dans la cavité péricardique. Il peut être citral, inflammatoire, il peut être hémorragique, il peut être les deux, sérohématique, comme il peut être putride ou purulent. Donc, il peut siéger dans la grande cavité péricardique comme il peut être cloisonné. Pour la physiopathologie, dans la forme sèche, il n'y a pas de retentissement hémodynamique. Il y a les signes de l'inflammation, la fièvre, la douleur, le frottement, mais il n'y a pas de retentissement hémodynamique. Il y a un retentissement hémodynamique quand il y a un épanchement. Et puis, bien sûr, le retentissement ne dépend pas de l'abondance, mais plutôt de la rapidité de l'installation de cet épanchement. Parce qu'en fait, l'épanchement, il peut s'installer progressivement. Le cœur s'adapte, il peut être de grande abondance, mais il n'y a pas de signe ou peu de signes. Comme il peut y avoir un tableau clinique très bruyant, alors qu'il y a un liquide, on va dire, relativement moins important, parce que son installation a été rapide et le cœur n'a pas eu le temps pour s'adapter. Et donc, bien sûr, l'installation de ce liquide, l'augmentation du volume, va gêner le cœur dans son fonctionnement. On imagine que c'est une histoire de pression et donc la cavité, là où il y a le moins de pression, va souffrir la première. Et puis, il y a deux cycles, il y a la systole et la diastole. Et bien sûr, là, pendant la diastole, il y a moins de pression. Et donc, c'est la diastole qui va souffrir au niveau des oreillettes. Et donc, c'est une adiastolie.
l'épanchement péricardique va réaliser une adiastolique et une augmentation des pressions dans le péricarde qui va gêner le remplissage des cavités cardiaques avec bien sûr un effet sur le débit cardiaque et au stade ultime, on va avoir une tamponnade aiguë. Concernant la clinique, bien sûr, il y a la dyspnée qui est permanente habituellement, une gêne respiratoire qui est due à l'épanchement. Il y a la douleur. La douleur, elle est souvent brutale, violente de siège thoracique antérieur. Elle est particulière, la douleur de la péricardite. Il faut le retenir parce que parfois, on est gêné pour faire le diagnostic différentiel, même à l'ECG, vous allez voir pourquoi, même à la troponine, et c'est la clinique qui nous aide, car les caractéristiques sémiologiques de la douleur sont infaillibles, d'accord? Donc, c'est une douleur qui est provoquée, d'accord? Elle s'accentue en décubitus dorsal quand le patient s'allonge, elle s'accentue à l'inspiration, à la toux, et elle est soulagée en position penchée en avant. Quand vous demandez à votre patient de se pencher assis, de se pencher en avant, la douleur est soulagée. C'est pathognomonique d'une douleur péricarditique. Elle est insensible à la trinitrine. Rappelez-vous que c'est la douleur coronarienne de Longor, entre guillemets, qui répond à la trinitrine. Par contre, celle de la péricardite est insensible à la trinitrine et la trinitrine, mais diminue par la prise d'aspirine, par son action anti-inflammatoire. La fièvre est de type variable en fonction de l'étiologie. Elle précède ou elle est contemporaine avec la douleur. Le frottement péricardique à l'auscultation, c'est un signe pathognomonique. Ça veut dire que si vous avez un frottement, vous êtes sûr qu'il s'agit du péricardite. Ce frottement est un bruit superficiel de frottement, comme son nom l'indique. Allô? Allô? Oui, vous m'écoutez? C'est bon, maintenant oui. Parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle, ça risque de, bien sûr, d'interrompre la communication, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler au téléphone. D'accord, merci. Alors voilà, donc le frottement, c'est un signe pathognomonique. Si vous trouvez le frottement, ça veut dire que vous êtes devant une péricardite aiguë. Donc, il est rude râpeux, comme le craquement du cuir neuf, mais en tout cas, c'est un frottement. Imaginez un frottement. Le plus important, c'est que c'est un mouvement de va-et-vient. Il est systolo-diastolique. C'est comme s'il y a quelque chose qui va et qui revient. Il n'est pas systolique, il n'est pas diastolique, il est systolo-diastolique. Voilà, il est localisé au bord gauche du sternum sans irradiation et son absence ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Ça, c'est très important. Question fréquente. Eh bien, parce que dès lors qu'il y a un épanchement qui s'installe, qui sépare les deux feuillets péricardiques, le frottement disparaît. Parce que imaginez, comme on l'a dit, il y a le péricarde fibreux, il y a le péricarde séreux, qui, bien sûr, est fin, il devient rugueux, et cette rugueur va entraîner le frottement, mais dès lors qu'il y a du liquide qui sépare les deux feuillets, on n'aura plus de frottement, et son absence n'élimine pas le diagnostic. Il n'est pas pathognomonique quand il est présent, mais son absence n'élimine pas le diagnostic. Alors, à l'ECG, il y a le bas voltage du QRS, le microvoltage, et il y a les modifications du segment PQ, et il y a l'altération de la repolarisation de façon diffuse, évoluant habituellement selon les 4 stades de Holtzmann. Vous aurez au départ un sus-décalage qui concave vers le haut, après un retour à la ligne isoélectrique avec des ondes de T plates, après des ondes de T négatifs, et puis le CG se normalise. Cette évolution est rapide, elle est éphémère. Et donc, vous pouvez tomber sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, comme vous pouvez tomber sur un ECG normal. Les modifications du PQ sont très en faveur de la péricardite aiguë. Revenons maintenant au bas voltage. Selon vous, il est dû à quoi? Il est dû, bien sûr, à l'interposition du liquide entre le cœur et la cage thoracique. Parce qu'en fait, l'ECG
c'est l'enregistrement à la surface de l'activité électrique du cœur. Dès lors que vous avez du liquide qui s'interpose entre le cœur et la cage thoracique, vous allez avoir un microvoltage. Pour rappel, le microvoltage, c'est des QRS inférieurs, QRS, pas P, pas le QRS en amplitude positive plus négative, inférieur à 5 mm en périphérique, D1, D2, D3, AVL, AVR, VF, et inférieur à 15 mm en précordial, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Pour la radio du thorax, si vous êtes devant une forme sèche ou un liquide qui n'est pas important, vous allez avoir une radiographie tout à fait normale. Mais quand il y a un épanchement important, vous allez avoir une cardiomégalie. Cette cardiomégalie, elle est particulière parce qu'en fait, le cœur a une silhouette réelle. D'accord? Vous avez les deux oreillettes, le tronc veineux innominé, vous avez les deux ventricules, l'oreillette gauche, le tronc AP, et vous avez le péricarde tout autour. Quand il y a un épanchement péricardique, il y a un effacement des rebords cardiaques, et vous allez avoir une cardiopathie symétrique en théière ou en carafe, comme une carafe ou comme une théière. Voilà. Quand il y a un épanchement abondant, on va dire. Mais s'il n'y a pas d'épanchement, peu d'épanchement, vous pouvez avoir un télé-thorax normal. L'échocardiographie est la clé du diagnostic. Bien sûr, elle affirme l'épanchement, elle apprécie son abondance, les signes de mauvaise tolérance hémodynamique, c'est-à-dire elle peut vous dire que le patient est en train de faire une tamponnade, il va faire une tamponnade qui est une urgence. Les urgences, il faut agir rapidement, ou vous avez un épanchement de petite, de moyenne, de grande abondance, sans signe de mauvaise tolérance hémodynamique, on peut temporiser, traiter médical. Il peut guider une éventuelle fonction péricardique, il surveille l'évolution après traitement et puis il peut même recueillir quelques éléments d'orientation étiologique. Donc, comme vous voyez, c'est une coupe apicale 4 cavités. Vous avez le ventricule gauche, le ventricule droit et ici, vous avez les deux feuillets péricardiques séparés par un épanchement liquidien rétroventriculaire. La biologie, bien sûr, c'est une inflammation. Vous avez une VS, les signes inflammatoires, une hyperleucocytose. Bien sûr, le reste du bilan, c'est en fonction de l'étiologie. Il y a bien sûr des causes qui ne donnent pas d'hyperleucocytose parce qu'en fait, il y a une inflammation, mais elle n'est pas infectieuse. Voilà. Le diagnostic différentiel devant une douleur thoracique, infarctus, dissection aortique, embolie pulmonaire, et devant une cardiomégalie, toutes les autres causes qui peuvent donner une cardiomégalie, l'atteinte myocardique, valvulaire, etc. Mais rappelez-vous que la cardiomégalie radiologique de la péricardite est particulière, elle est symétrique avec effacement des rebords en TR ou en carafe. Donc, en fonction de l'étiologie, vous allez voir, puisque la forme virale est la plus fréquente, elle est le plus souvent favorable. C'est une grippe, c'est une grippe. En 2 à 4 semaines, il y a guérison, d'accord? Mais on peut avoir des rechutes, d'accord, qui sont possibles avant que le patient guérisse, va encore faire les signes inflammatoires avec la douleur, la dyspnée, etc. Quand elles sont très espacées, elles font figure de récidive, c'est-à-dire que le patient est guéri et puis il a récidivé. On peut avoir, si on ne fait pas le diagnostic, si on ne traite pas, un passage à la chronicité, on serait devant une péricardite chronique, comme on peut avoir une tamponnade qui peut tuer notre patient. Alors la tamponnade, excusez-moi, c'est une adiastolie aiguë, une compression aiguë du cœur, c'est-à-dire c'est comme si que vous avez un arrêt de la pompe cardiaque, mais pas parce que le cœur est défaillant. Il ne peut pas se contracter, mais il ne peut pas se remplir. Et c'est la même chose. Donc, elle engage le pronostic vital. C'est une véritable urgence circulatoire. Si vous n'agissez pas rapidement, votre patient va décéder en quelques minutes, à quelques heures, à 1 heure à 2 heures, si vous n'agissez pas rapidement. Donc,
vous allez avoir cliniquement une tension artérielle effondrée ou pincée parce que le débit cardiaque est altéré, les signes du bas débit, une pâleur, une angoisse, une tachycardie, une oligurie, et puis du moment qu'il y a un barrage, un obstacle, on va avoir une insuffisance cardiaque droite. Les jugulaires sont turgescentes, une turgescence des jugulaires, hépatomégalie, reflux hépatojugulaire, œdème du membre inférieur, et un pot paradoxal de Kussmaul. C'est très important parce que, rappelez-vous, l'inspiration profonde, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on fait une inspiration profonde, il y a une augmentation du retour veineux dans les situations normales. Et bien sûr, l'augmentation du retour veineux va augmenter le débit cardiaque droit et le débit cardiaque gauche. Donc, en cas d'inspiration profonde, il va y avoir une augmentation de la tension artérielle, bien sûr, et même de la fréquence cardiaque. Ça, c'est dans les situations normales. Quand il y a un épanchement péricardique abondant, donc il y a une hyperpression dans la cavité péricardique, en cas d'inspiration profonde, il y a effectivement une augmentation du retour veineux du débit droit, mais devant un cœur qui souffre à l'intérieur d'une cavité péricardique, le ventricule droit va comprimer le ventricule gauche. Et au lieu d'avoir une augmentation du débit droit et du débit gauche, on va avoir une augmentation du débit droit et une diminution du débit cardiaque gauche. Et on va avoir, en cas d'inspiration profonde, une chute de la pression systolique de plus de 10 mm de mercure. Voilà, la radiographie du thorax n'a aucune utilité. L'échocardiographie, elle, vraiment, elle est importante. Le CG, il y a un microvoltage avec alternance électrique. C'est moi le swinging heart. Vous avez un microvoltage, on a expliqué pourquoi, parce qu'il y a du liquide qui s'interpose entre le cœur et la cage thoracique. Alternance électrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une succession de complexes QRS-T alternativement amples et moins amples en certaines dérivations précordiales. Pourquoi? Parce que le cœur s'approche de la cage thoracique. Il danse à l'intérieur d'une cavité péricardique remplie d'eau. Et donc, quand il avance en avant, il y a des QRS amples, et quand il revient en arrière, les QRS sont moins amples. On appelle ça l'alternance électrique ou le swinging heart. À l'écho, il y a l'épanchement péricardique de grande abondance, la compression des cavités droites, comme on l'a dit, parce qu'il y a moins de pression, elle est plus marquée en expiration, puisque quand il fait une inspiration, il y a une augmentation du retour veineux, les cavités droites se remplissent, et il y a une hyperkinésie cardiaque, un cœur de petite taille, flottant dans un sac péricardique peu mobile et animé de mouvements de rotation autour du pédicule vasculaire. Un cœur qui est pendu, une pendule, et qui danse des petits mouvements dans un sac péricardique rempli d'eau. Et donc, devant ce tableau, il faut rapidement une fonction péricardique ou un drainage chirurgical, sinon votre patient fera son arrêt cardiaque dans les minutes qui suivent. Et généralement, il suffit de soulager, d'enlever quelques cc seulement de la cavité péricardique et le patient reprend son souffle. Le cœur est soulagé, la tension monte. Donc, mais nous, quand on draine ou quand on ponctionne, il faut bien sûr traiter de façon radicale le patient. Et voilà, donc en sous-xyphoïdien, généralement sous guidage échographique, sinon il y a bien sûr le guidage électrique et les repères anatomiques. On ponctionne le péricarde en ciblant l'épaule gauche et on tombe, avant de toucher le cœur, on tombe dans le péricarde rempli de liquide, bien sûr. Et le fait d'enlever quelques cc, ça permet de soulager votre patient. Les étiologies maintenant. Alors, comme on l'a dit, l'étiologie la plus fréquente, c'est la péricardite aiguë bénigne virale. C'est comme une grippe, bien sûr, souvent précédée d'un état grippal. Le début est brutal, il y a la fièvre et la douleur, bien sûr, et l'évolution est généralement favorable avec ou sans traitement. Sachez que lors de grippe, on a tous fait des douleurs thoraciques et c'est des péricardites. Et puis, on traite ou on ne traite pas. Le plus souvent, ça évolue favorablement. Donc, le traitement, c'est le même. C'est bien
sur diffusion péricardique, ça donne d'excellents résultats. C'est un traitement de 2 à 3 semaines, et l'aspirine ou les anti-inflammatoires à une bonne dose, ça donne ces résultats. La péricardite aiguë rhumatismale, qui fait partie du rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu, bien sûr, il donne la pancardite, l'endocardite, l'atteinte des valves, la myocardite, l'atteinte du muscle, et aussi la péricardite, bien sûr. Mais tant mieux, l'évolution est souvent favorable et le traitement repose sur la corticothérapie. La péricardite aiguë tuberculeuse. Donc là, c'est très important. En fait, on reste encore un pays endémique. Il y a même, je dirais, une recrudescence de la tuberculose dans notre pays. Et donc, il faut que ce soit, si vous voulez, le premier diagnostic dans vos têtes. Il faut tout d'abord éliminer une tuberculose afin de parler d'une péricardite bénigne, même si la péricardite bénigne est beaucoup plus fréquente de la tuberculose. Parce qu'en fait, les complications sont dramatiques parce qu'elle expose au risque de passage à la temporale, beaucoup plus que les autres étiologies, à la chronicité et aussi à la constriction. On va voir ce que ça veut dire la constriction. La péricardite aiguë purulente, bien sûr, devant un état de septicémie, d'accord, il faut la chercher de façon systématique. C'est-à-dire, devant un état de septicémie, devant une suppuration profonde, ou un foyer septique pleuropulmonaire, il faut obligatoirement, systématiquement, éliminer une péricardite purulente qui est elle aussi d'évolution dramatique car elle est souvent responsable de thrombonate et non traitée, elle évolue vers la constriction. Nous avons aussi la péricardite de l'infarctus du myocarde, la péricardite précoce et le syndrome de Dressler. La péricardite après agression péricardique, après une péricardotomie ou après un traumatisme du thorax. Péricardotomie, ça veut dire une ouverture chirurgicale du péricarde. Quand on opère le cœur, quand on opère l'aorte, on est souvent obligé de toucher le péricarde. C'est une tunique séreuse et puis le fait d'ouvrir, de suturer, ça peut être un siège de réaction inflammatoire et d'installation de péricarde et une complication qui est assez classique, assez fréquente, d'ailleurs qu'on cherche systématiquement après une chirurgie cardiaque. La péricardite aiguë néoplasique, c'est-à-dire qui entre dans l'ordre des tumeurs primitives ou même secondaires du péricarde, les péricardites des collagénoses, des maladies du système, le lupus, la sclérodermie, etc. La péricardite post-radiothérapie, malheureusement, il y a le sein, le médiastin, le poumon, les bronches, et donc lors de radiothérapie, bien sûr, qui est une thérapie agressive. Le péricarde, qui est bien sûr une tunique très fine, peut subir, si vous voulez, des conséquences, et puis ça peut donner une péricardite. La péricardite aiguë de l'insuffisance rénale terminale, et là, bien sûr, c'est la pression hydrostatique. L'augmentation de la pression hydrostatique est responsable de la constitution d'un troisième secteur, comme on aura des œdèmes, comme on aura bien sûr des épanchements pleuro-péritoniaux et aussi on peut avoir des épanchements péricardiques. Et puis le myxœdème, l'hypothyroïdie aussi, qui donne de l'œdème, la bouffissure du visage, de l'œdème partout, un troisième secteur. Elle peut aussi donner une péricardite aiguë et épanchement. Voilà, donc j'ai quand même fait le tour des péricardites aiguës. Concernant le traitement, vous avez vu, bien sûr, il est plutôt étiologique. Pour les péricardites virales bénignes, c'est l'aspirine, la vitaminothérapie, le repos et la colchicine. Pour les autres étiologies, c'est le traitement étiologique. Passons maintenant à la péricardite constrictive. Donc, regardez avec moi sur l'image. Est-ce que c'est bon pour le sang? Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, regardez sur cette image. Ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est un cœur en autopsie. Donc, il y a bien sûr un coup de ciseau ici. Vous avez le myocarde qui est rouge vif qu'on voit ici. Et vous avez la cavité péricardique. Si on voit sur cette coupe, c'est un péricarde qui dépasse les 10 mm, alors qu'il devait faire
1 à 2 millimètres seulement, hein, c'est-à-dire les deux feuillets viscéraux, pariétaux, le péricarde fibreux, la totalité fait 1 millimètre. Alors regardez ici, vous avez 10 millimètres. 1 centimètre de coque qui étrangle, constriction, constrictive qui étrangle le corps. C'est ça la péricardite constrictive. C'est en fait une cicatrisation de la péricardite aiguë qui évolue vers la constriction. C'est une cicatrice rétractée du péricarde. Il va se rétracter, stranguler, étrangler le cœur. Et donc, cette adiastolie qui était aiguë dans la tamponnade, la péricardite constrictive la vit en permanence. C'est une adiastolie permanente, chronique. Donc, une gêne permanente au remplissage du cœur. C'est un épaississement fibreux du péricarde avec des calcifications entraînant une gêne au remplissage diastolique du cœur et c'est une adiastolie chronique. Imaginez la tamponnade qui risquait de tuer le patient. Maintenant, c'est, on va dire, entre guillemets, adiastolie, tamponnade permanente. Le cœur souffre en permanence. Donc, les étiologies, en premier lieu, le chef de liste est la tuberculose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je répète, devant une péricardite, si vous avez la certitude qu'elle est bénigne, virale, il faut éliminer une tuberculose avant de dire que ce n'est pas grave, ça va se régler au bout de 2 semaines. Bien sûr, le bilan de tuberculose, vous le connaissez tous, bien sûr, l'IDRC, le bilan biologique, les signes d'imprégnation, etc. Vous avez aussi la post-radiothérapie dont on a parlé. Malheureusement, un traitement, chaque traitement a des effets secondaires. La radiothérapie, bien sûr, guérit le cancer, mais peut laisser des dégâts. Parmi les complications, bien sûr, cardiaques, il y en a d'autres. Il y a aussi la péricardite constrictive. L'insuffisance rénale chronique, les malheureux dialysés. La péricardite d'origine infectieuse, où il faut chercher si vous voulez, de façon systématique, une péricardite devant des états de septicémie et de suppuration pulmonaire profonde, et puis les tumeurs primitives et secondaires du péricarde. Donc, anapathe, il y a 2 types, et d'ailleurs, là, le plus souvent, c'est la deuxième, c'est une constriction sans épanchement, et il y a la constriction avec épanchement, et c'est généralement une forme de transition. C'est une forme propre à la tuberculose, et c'est une forme de transition vers la constriction sans épanchement. Donc, il s'agit d'une péricardite fibreuse, il y a un épaississement fibreux du péricarde avec symphyse, laissant par endroits des petites loges contenant du liquide, et ce liquide n'est que le caséum. D'accord? Donc, je répète, c'est une forme propre à la tuberculose qui est très peu fréquente et c'est une forme de transition vers la deuxième. La plus fréquente, c'est celle-là. C'est une constriction, un épaississement péricardique fibreux et calcifié. Ce péricarde qui était fibreux, qui était séreux, qui était fin, si vous voulez, qui était contenant et protecteur du corps, devient obstacle. C'est comme si de d'étrangler en permanence quelqu'un. C'est ça, le cœur est étranglé en permanence par sa propre cavité péricardique. Les calcifications prédominent au niveau des sillons. Vous connaissez les sillons? Alors, imaginez le cœur, vous avez 2 ventricules et 2 oreillettes. Entre les ventricules et les oreillettes, là, il doit être, on appelle ça les sillons. Et entre les 2 ventricules, les 2 oreillettes, et il y a aussi des sillons. Ces sillons, c'est des vides qui sont comblés, bien sûr, par de la graisse péricardique. Et c'est le siège prédilection de la constitution, si vous voulez, de calcification. Et ce qui va faire, bien sûr, après des anneaux de serrage. Parce que ces sillons-là, ils sont circulaires. Donc, le fait d'avoir des calcifications, ça va avoir par la suite un aspect en anneau calcaire, d'accord, qui étrangle le cœur. Donc, en clinique, qu'est-ce que vous imaginez? C'est une dyspnée croissante. Il n'y a pas de guérison dans la péricardite constrictive. Il peut y avoir des poussées rémission, mais il n'y a pas de guérison. Le cœur souffre en permanence et puis c'est une dyspnée qui s'aggrave. Une dyspnée qui s'aggrave. Les douleurs thoraciques, mais qui sont moins intenses que celles de la péricardite aiguë. Et puis, rappelez-vous du
du signe de Kussmaul, il est présent en permanence. Ici, vous avez une insuffisance cardiaque droite. D'un côté, une stase veineuse avec turgescence des jugulaires et reflux hépatojugulaire, hépatomégalie ferme, lisse, rarement douloureuse, une hépatomégalie d'insuffisance cardiaque droite, et une ascite des œdèmes des membres inférieurs. Et de l'autre côté, une tension artérielle qui est basse, par bas débit, permanent, avec un pouls paradoxal de Kussmaul. À l'inspiration profonde, il y a une baisse de la pression artérielle systolique. Alors, l'auscultation, elle peut être normale, on peut avoir une auscultation normale, comme on peut avoir une vibrance péricardique. Alors, laissons ça à la fin. Je vais vous expliquer par la suite, mais retenez que c'est un troisième bruit. Il y a le B1, début de systole, le B2, début de diastole ou fin de systole, et il y a le B3 et le B4, deux bruits qui sont diastoliques, le B3 protodiastolique, le B4 télédiastolique. Alors la vibrance, c'est un bruit qui est précoce, très précoce, qu'un galop protodiastolique, c'est-à-dire juste après le B2 et juste avant le B3. Il est très précoce, un bruit sec, sourd, en protodiastole. Laissons ça à tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. À l'ECG, donc soit on a un rythme sinusal avec une hypertrophie des oreillettes par dilatation des oreillettes, soit rapidement un passage à la fibrillation auriculaire avec un microvoltage et avec des troubles de repolarisation. Le même principe que comme pour la péricardite liquidienne, il y a un épaississement du péricarde qui gêne la transmission de l'activité électrique et donc vous allez avoir un microvoltage avec des troubles de repolarisation diffus de partout. Vous voyez, les 1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, des QRS qui ne dépassent pas les 5 mm. Et en V1, V2, V3, V4, V5, V6, ça ne dépasse pas les 15 mm. C'est la définition propre du microvoltage, comme on l'a décrit tout à l'heure, avec des troubles de repolarisation. Ce patient, il est en rythme sinusal avec une hypertrophie auriculaire à gauche, mais très rapidement, les patients, par dilatation des oreillettes, il va y avoir un passage en fibrillation auriculaire. À la radiographie du thorax, on a un volume cardiaque petit ou normal. Rappelez-vous, c'est très important, c'est une question d'examen. C'est une insuffisance cardiaque avec petit cœur. Parce qu'en fait, rappelez-vous, il y a une cicatrisation rétractive du péricarde. Et le cœur est un petit volume. Oui. Pourriez-vous répéter parce qu'on vous entend mal, la dernière phrase. Voilà. Donc, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a une strangulation, un étranglement du cœur, d'accord, par son propre péricarde. Et donc, les ventricules sont de petite taille. Et au niveau des sillons ventriculaires, il y a des calcifications. Un anneau calcaire qui étrangle le cœur. On peut avoir une dilatation des oreillettes. On peut avoir une dilatation des oreillettes, mais le plus souvent, vous avez des ventricules de petite taille. Et c'est ça, c'est la radiographie du thorax. Vous avez un volume cardiaque le plus souvent petit ou normal. Un tableau d'insuffisance cardiaque droite, bas débit systémique avec un petit cœur, c'est une péricardite consécutive. C'est une question d'examen, rappelez-vous de ça. Voilà, il est rarement augmenté de volume et on peut voir des calcifications qui servent les contours cardiaques. On scopie, on l'utilise de moins en moins, parce que sachez que les rayons X sont irradiants. En scopie, le cœur est immobile. Dans le passé, je me rappelle, dans tous les services, les cabinets de consultation, il y avait une scopie où on mettait le patient devant, bien sûr, la console de radio et on scopie, c'est-à-dire on voyait en temps réel le cœur avec ses mouvements. Et donc, imaginez, il y a une coque
calcaire tout autour du cœur. Et donc, on a l'aspect que le cœur est petit, mais qui bouge très, très peu. Parce qu'il bouge à l'intérieur, mais ça ne bouge pas dans la cage thoracique, parce qu'en fait, cette coque péricardique l'empêche à avoir une mobilité normale. Et donc, regardez sur ces deux radios de profil, le cerceau, le cercle calcaire qui entoure le cœur. Donc, vous avez déjà un petit cœur dans les deux radiographies et regardez, il y a une très épaisse couche calcaire qui englobe le cœur. Donc, ce cœur souffre à l'intérieur de cette coque calcaire très épaisse. Vous voyez, là, on peut dire qu'elle atteint les 2 cm. La même chose, l'échocardiographie aide beaucoup. D'ailleurs, il y a quelques années, bien sûr, l'examen de référence du péricardite constrictif était le cathétérisme. L'échocardiographie avec le scanner et l'IRM, maintenant, elle permet le diagnostic. On a de moins en moins recours au cathétérisme, même si il reste l'examen de référence. C'est-à-dire, avant d'opérer un patient, on peut dire il faut un cathétérisme pour avoir la certitude. Donc, l'échocardiographie, on voit un péricarde qui est très épaissi et dense, une dilatation des oreillettes, des petits ventricules, et puis l'étude de la fonction diastolique permet d'affiner le diagnostic. Donc, je vous dois 2 choses. La vibrance péricardique et l'étude de la fonction diastolique. Rappelez-vous de ces 2 points. Le cathétérisme cardiaque, il montre dans le ventricule droit une dépression protodiastolique brutale suivie d'une remontée abrupte, puis d'un plateau mésotélédiastolique supérieur ou égal au tiers de la pression systolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est pas difficile, décontractez-vous. Alors, regardez. C'est une courbe typique de péricarde. Alors, d'emblée, il y a une augmentation de la pression diastolique de remplissage. Ça, c'est dans le ventricule droit et ça, c'est dans le ventricule gauche. C'est très simple, hein? D'accord? Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous avez déjà un rythme qui est irrégulier. Donc, notre patient, il est en fibrillation auriculaire. Ça, c'est la pression systolique. La pression systolique monte jusqu'à 35. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Je passe à ce complexe. En diastole, elle baisse rapidement. Ça veut dire que les fonctions du muscle sont correctes. Il y a une baisse rapide de la pression dans les ventricules permettant un remplissage, mais il y a un remplissage très rapide et très court. Et rapidement, la pression monte dans les ventricules. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se distendre. Rappelez-vous que le cœur en systole, il se contracte, le myocarde, il se contracte, et en diastole, il a 2 fonctions. Premièrement, la relaxation, puis la compliance. La relaxation, rappelez-vous, les fibres actine, myosine se détachent et le muscle se relâche pour faire un remplissage des ventricules. Là, le muscle, il se relâche normal. Il n'y a aucun problème avec le muscle se relâche et d'ailleurs, il y a une chute rapide de la pression, mais rapidement cette pression dans les ventricules monte. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se distendre. Il y a la coque, il étrangle. Et c'est tout. On devait avoir un remplissage ventriculaire pendant toute la diastole. Il y a seulement un tout petit remplissage en protodiastole rapide et ça s'affiche complet. Le ventricule ne peut plus prendre de liquide et ce bruit-là, c'est ça la vibrance. C'est bon? Est-ce que je peux avoir une réponse? Oui, professeur. Merci. Donc, c'est ça la vibrance. En instruction, c'est le bruit protodiastolique très précoce. C'est-à-dire que le ventricule se remplit très très peu, rapidement. Il ne peut plus prendre du sang parce que il est gêné. Il ne peut pas se distendre car il y a une coque calcifiée qui l'entoure.
Et toutes ces informations, on peut les avoir à l'étude échocardiographique de la fonction diastolique. On appelle ça la diastole ou la fonction diastolique. Rappelez-vous, dans une diastole normale, après la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, les valves ventriculo-artérielles, la valve aortique, la valve pulmonaire, il va y avoir une relaxation isovolumétrique rapide et puis un remplissage passif rapide, puis lent, on appelle ça la phase de diastasis. Et puis, il y a la contraction auriculaire qui finit, bien sûr, le remplissage des ventricules. Les ventricules sont remplis et la contraction auriculaire vient encore de les forcer pour se distendre. La loi de Frank Starling, cette distension du cœur va permettre une meilleure contractilité par la suite. Alors, lors d'une péricardite constrictive, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un remplissage photodiastolique rapide et hop, il n'y aura plus rien pendant toute la diastole, comme vous voyez ici. Donc, il y a une dépression diastolique suivie d'une montée abrupte et puis il n'y a rien en diastole. Et on appelle ça le dip profond plateau. On écoute? Oui, professeur, Très bien, merci. je vous en prie. Et donc, l'évolution, elle est lente, insensible au traitement médical. Il y a une possibilité de forme subaiguë, d'accord, des poussées, si vous voulez, avec rémission, mais c'est une infection qui est grave et mortelle s'il n'y a pas de diagnostic et un traitement. Donc, le cœur souffre en permanence, il faut un diagnostic et il faut un traitement. Et après, bien sûr, la chirurgie, j'insiste, c'est une pathologie avec une sanction chirurgicale, d'accord? Après la chirurgie, il y a une guérison rapide. Et dès que le cœur a repris son expansion diastolique, bien sûr, il y a une disparition des signes d'insuffisance cardiaque. Le traitement médical n'est que symptomatique pour l'insuffisance cardiaque, pour les troubles et pour cette tuberculose et le traitement chirurgical, il faut une péricardectomie complète, plus ou moins complète, parce que imaginez, il y a une coque qui entoure le cœur, il suffit d'enlever une grande partie, même si on n'en a pas en postérieur, le cœur, il reprend son souffle, il peut, si vous voulez, reprendre son expansion à l'antérieur, et hop, et il se remplit de façon correcte, et les signes cliniques disparaissent. Voilà, j'ai fini. Donc, je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Je vous remercie, professeur. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation et d'avoir accepté de nous aider. Il y a quelques questions. C'est avec plaisir. Merci. Il y a quelques questions. Est-ce qu'on peut les entamer? J'ai pas de problème, allez. Parfait. Donc, la première question, est-ce que le drainage, ça se fait sous anesthésie générale, au bloc opératoire ou non? Au bloc opératoire, sous anesthésie locale. D'accord. Parce qu'en fait, on peut le faire avec une anesthésie générale, mais il est préférable de le faire parce que le drainage, c'est bien sûr une ouverture de 3 à 4 cm en sous-xiphoïdien et il est préférable que ce soit en anesthésie locale parce que déjà, le patient il a un désamorçage de la pompe, un pas débit avec une insuffisance cardiaque droite. Il ne peut pas supporter la position couchée, il est en position demi-assise et le fait d'entraîner une anesthésie générale, il faut une respiration positive, ça risque d'aggraver la situation. Donc, juste en position demi-assise, pas couché, sous oxygène, sous anesthésie locale. Et le fait d'enlever, dès qu'on ouvre, le fait de vider 10 cm cc, 10 cc, vous allez entendre le patient reprendre, il respire, il fait ça. Il est soulagé. Donc, anesthésie locale, la position demi-assise sous oxygène. D'accord, La merci, professeur. fonction, la même chose.
Merci. Est-ce que le traitement chirurgical est un traitement radical? Oui, parce qu'en fait, souvent, on fait une péricardectomie, parce qu'il faut vraiment, pour ceux qui ont la chance, de rentrer au bloc ou de peut-être voir ça sur les vidéos de YouTube. Parce qu'en fait, quand on enlève une coque, imaginez, hein, c'est-à-dire c'est comme un œuf. Euh, le chirurgien, quand il enlève une coque de 3 centimètres, il y a du muscle qui sort de cette, si vous voulez, cavité qu'on a, qu'on a produit. À chaque fois que vous enlevez une partie du péricarde, le myocarde sort, il les respire. Et donc, souvent, il est suffisant de faire une péricardectomie partielle et quand elle n'est pas bien faite, il y a une récidive. Donc, si la péricardectomie est bien faite, c'est-à-dire on a enlevé toute une partie, une bonne partie, il n'y a pas de récidive. Voilà, c'est un traitement radical de la péricardite D'accord. constrictive parce que le problème, c'est le Très bien. péricarde, on l'enlève. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Donc, est-ce que toutes les étiologies peuvent évoluer vers la tamponnade? Oui, même les plus banales, même la virale, elle peut évoluer vers la tamponnade. Mais la péricardite purulente en premier lieu, là, les pauvres, la péricardite néoplasique, elle évolue très souvent vers la tamponnade. Et d'ailleurs, même la ponction péricardique, euh, c'est-à-dire où le drainage, c'est-à-dire n'est pas un traitement radical parce que les récidives sont plus rapprochées et plus fréquentes par la suite. Donc, et d'ailleurs, dans certaines situations, on crée une fenêtre péricardo-pleurale, ou parce que dans la pathologie néoplasique, il y a une récidive fréquente de l'épanchement péricardique et la fenêtre va permettre, bien sûr, au liquide d'aller vers la plèvre et c'est plus facile de ponctionner une plèvre qu'un péricarde. D'accord. Merci. Donc, une Ouais. autre question. Qu'est-ce que le syndrome de Dressler? Syndrome de Dressler, c'est une complication très classique qui survient entre 2 à 4 semaines d'un infarctus du myocarde. C'est un phénomène auto-humain. Il y a les péricardites aigus qui sont généralement une complication c'est d'une complication mécanique, d'une rupture du muscle dans le péricarde. Il y a la péricardite, où là, le phénomène de Dressler, qui est très fréquent. Il y a un phénomène auto-humain qui entraîne la survenue 2 à 4 semaines après un infarctus d'un épanchement péricardique. C'est très important, hein, D'accord. c'est-à-dire, Euh, je ne sais pas si vous avez refait encore le syndrome coronarien, mais il y a le syndrome de Dressler qui est une complication classique qu'il faut rechercher d'ailleurs. Si le patient vous revient avec des douleurs thoraciques, avec une détérioration de la clinique, il faut chercher le syndrome de Dressler. d'accord, merci. Donc, le bruit protodiastolique est dû à quoi sur le plan anatomique? Vibrant, ça y est, imaginez, le remplissage passif. C'est un remplissage passif. Les valves, la valve mitrale, si je parle du VG, hein, la mitrale et l'aortique, les deux sont fermés. Le ventricule gauche fait sa relaxation. Il y a une chute brutale de pression. Et donc, la valve mitrale s'ouvre. Et hop, il y a du sang qui vient et rapidement, il ne peut plus passer. Il claque, il vous fait un bruit sourd et la fiche fermée. D'accord. Mhm. Une autre question, s'il vous plaît. Donc, Oui. pourquoi la compression des cavités est plus marquée à l'expiration? À l'inspiration. Donc, ils ont trompé. Donc, pourquoi la Si c'est à compression? l'expiration, pardon. Ah, Parce que, rappelez-vous, Gunnar, c'est un jeu de pression. C'est un jeu de pression, d'accord? C'est-à-dire que il y a une augmentation progressive de la pression dans le péricarde. Les régions dans le cœur qui vont souffrir les premières, c'est là où il y a le moins de pression. Donc, déjà, les oreillettes font moins de pression que les ventricules. Les cavités droites fait moins de pression que les cavités gauches et pendant la diastole, il y a moins de pression que pendant la systole. Vous êtes d'accord? Et mhm. donc, les cavités qui vont souffrir les premières, il y a l'oreillette droite,
puis le ventricule droit, parce qu'en fait, il y a moins de pression dans les cavités droites. D'accord? Et quand il y a une inspiration profonde, il y a une augmentation du retour veineux, et donc il y a une expansion des cavités droites au dépend des cavités gauches. Parce que, rappelez-vous, le signe de Kussmaul, quand on fait une inspiration profonde, il y a une expansion du ventricule droit, mais qui va comprimer le ventricule gauche, entraînant une diminution du débit systémique. Et donc, il y a une compression de l'OD en premier, puis le VD, plus marqué en expiration. C'est D'accord. bon? Oui, c'est bon. Donc, il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez du temps? Allez-y. D'accord, merci. Donc, est-ce que la péricardite virale bénigne a un germe particulier? Elle est fréquente pendant une saison particulière. Oui, c'est les saisons c'est avec l'influenza, c'est le virus de la grippe. D'accord. Donc, pouvez-vous expliquer la tétrade de Holtzmann sur l'ECG? Mhm. Parce qu'en fait, c'est Allô, professeur? Oui, oui, je vous écoute. Regardez, D'accord. est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, Alors, c'est ça les quatre stades évolutifs de Holtzmann. Vous avez un sus-décalage concave. Il est différent du sus-décalage de l'infarctus. Il n'est pas convexe, il est concave vers le haut. Il est diffus, c'est-à-dire il n'est pas systématisé. Mais quand un sus-décalage en inférieur avec une image en miroir ailleurs? Non, il y a un sus-décalage qui est diffus. Le deuxième stade, il y a le ST qui revient à la ligne isoélectrique et l'onde de T plate. Le troisième signe, le ST isoélectrique avec des ondes de T négatives. Et bien sûr, le quatrième stade, c'est un retour à la normale. d'accord. Donc, avant la dernière question, donc l'indication de la ponction est-elle en fonction du volume de l'épanchement ou de la gravité de la symptomatologie? C'est le tableau clinique. C'est Donc, que selon la ce gravité. n'est jamais, oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, on peut être guidé par l'échographie. C'est-à-dire, à l'échographie, on peut voir les signes de mauvaise tolérance. Il y a des signes échographiques et on appelle ça un état de pré-tamponnade. Disons que ce patient va faire sa tamponnade, donc on fait la ponction ou le drainage, mais ce qui guide l'indication de la ponction en urgence, c'est plutôt la clinique. C'est le désamorçage de la pompe. C'est-à-dire, vous avez une insuffisance cardiaque droite d'un côté et vous avez un bas débit de l'autre, avec le signe de Kussmaul, la chute des tensions artérielles, l'altération de l'état général. Là, il faut faire très rapidement une ponction péricardique. D'accord. Donc, la dernière question. La colchicine est-elle systématique devant toute péricardite virale? Oui ou non? Oui, une recommandation dernière, la colchicine est généralisée pour tous les syndromes, dont les syndromes péricarditiques viraux. Inflammatoires d'ailleurs, même quand il y a une autre inflammation, la colchicine est indiquée. C'est Donc, oui, elle est systématique. systématique. En Mm. association avec l'aspirine, les AINS ou les corticoïdes. Colchicine associée. Colchicine. On peut donner la colchicine seule? Très rarement quand il y a une contre-indication des autres molécules. D'accord. Donc, c'est bon, professeur. Je vous remercie. Je vous en prie et bon courage et à la prochaine. Merci. Inch'Allah. On aura une autre séance. Yak. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. 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 Merci Allez, beaucoup, salam alaikum. professeur. Salam. Merci.
revoir.